À l'origine, il y avait un seul modèle d'iPhone, puis un seul modèle d'iPad. Côté Android, les appareils étaient nombreux et variés en forme. Apple présentait son line-up réduit comme une features, moins de fractionnement, moins de travail pour le dev, de meilleures applications. Force est de constater que cela n'est plus vraiment le cas. Ce fractionnement étant partout, il est désormais géré par les OS eux-mêmes. Ne reste que la question du fractionnement des OS eux-mêmes. Mais alors, quel environnement choisir pour son application? Le cross-platform a-t-il gagné face au natif? Et surtout, l'hybride est-il le meilleur des deux mondes ou le pire des deux mondes? Pour répondre à ces questions de transformation, je ne reçois pas Mystique, mais il s'y connaît en changement. Nicolas, bonjour. Bonjour Bruno. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev DEV pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Nicolas, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas? Bien sûr, alors Nicolas, moi je suis le CTO de NeoPixel. NeoPixel, une agence spécialisée dans le développement mobile qui est basée au Luxembourg. Ok. Ça fait combien de temps que tu fais du dev mobile? Alors mobile, ça fait maintenant quand même quelques années, alors un petit peu moins de 10 ans, vraiment du mobile. Mais j'ai commencé dans le web, moi à la base je viens de ce milieu-là, donc naturellement quand j'ai commencé le mobile, je me suis dirigé vers les technos hybrides. Ok. Mais j'ai aussi fait un petit peu de natif quand même, histoire d'avoir le spectre complet du développement d'appli mobile. Est-ce que le fait que tu viennes du mobile et que tu sois aujourd'hui CTO que tu viennes du web, pardon, que tu sois aujourd'hui CTO chez NeoPixel qui fait quand même principalement du mobile, voire exclusivement du mobile, est-ce que c'est pas justement le signe que le natif a de moins en moins le vent en poupe et que du coup on peut venir au mobile en venant du web en fait? Alors, cette question va te causer quand même quelques ennemis, je pense. Mais non, pas du tout. En fait, le fait que je vienne du web, je pense pas que ça soit un signe que le natif n'est pas trop le vent en poupe. Pour moi, en fait, chacun des différents paradigmes correspond à un cas d'usage bien précis. Ouais. Donc, en fait, il n'y a pas forcément une techno qui est privilégiée par rapport à l'autre de façon générale. C'est vraiment au cas par cas où on va étudier quelle est la meilleure façon de faire, quelle est la meilleure techno qu'on va choisir pour répondre aux besoins des clients et aux besoins des apps. Ouais. Alors, il y a effectivement trois tendances sur le développement mobile aujourd'hui. Donc, il y a le natif, le cross-platform et l'hybride, qui est un petit peu entre les deux. Est-ce que déjà, grosse maille, tu peux nous expliquer un peu la distinction entre... Parce que, bon, natif et cross-platform, je pense que les gens sont clairs. Mais c'est la distinction que tu apportes entre l'hybride et le cross-platform. C'est quoi le... Alors, juste peut-être pour revenir sur le natif assez rapidement, on parle d'applications natives quand on va coder dans le langage des plateformes. Donc, on va avoir du Swift sur iOS, du Kotlin sur Android, c'est-à-dire deux codebases séparés qui vont vivre leur vie séparément et qui vont permettre de déployer sur leurs plateformes respectives. On va parler de cross-platform et d'hybride quand on va avoir une codebase unique qu'on va du coup partager entre les deux. Mais du coup, lorsqu'on va générer deux binaires différents, un iOS, un Android, sur base de ce même code, même code unique. Alors la différence entre cross-platform et hybride, et je pense que c'est la question que tout le monde attend, c'est au niveau de la compilation qu'elle va se voir. C'est-à-dire qu'on parle d'applications hybrides, donc les frameworks qui sont de base, c'est Ionic, Cordova, Capacitor, ce genre de choses, anciennement PhoneGap pour les plus anciens. Les applications hybrides, elles, ce qu'elles vont exposer, c'est quand on va compiler l'application, en fait, l'application va être simplement un navigateur web qui va intégrer un site internet. Donc l'application, vraiment l'applicatif en lui-même, va être un site internet qui va être dans une coquille de browser qui va servir d'application. Le cross-platform, en revanche, et là on va plus se diriger vers du React, vers du Xamarin, ce genre de choses, ça va compiler des composants natifs. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir des meilleures performances que l'hybride et on va pas avoir cette espèce de browser pour pouvoir utiliser l'application. En sachant que du coup, alors faut pas que je mélange du coup, donc cette approche hybride, donc un peu plutôt navigateur, on va dire une web app plus, ça te permet aussi quand même d'avoir une code base plus simple à gérer
Parce que du coup, ton site web et ton application mobile sont sur la même code base. Oui et non. En fait, même si tu peux, alors sur le grand principe technique, utiliser en effet le même code base, ça va fortement dépendre de ce que va devoir faire ton application. C'est-à-dire que si elle va devoir interagir avec des features précises de ton appareil, tous les plugins en tout cas de Cordova ou de Capacitor n'ont pas eu le portage pour le web. Donc là, il va y avoir une petite sélection à faire au niveau des fonctionnalités. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des contraintes, alors qui ne sont pas techniques pour le coup, mais qui sont purement liées à Apple et alors Google s'y met aussi maintenant. Mais Apple, il faut savoir que eux, quand on va soumettre une application sur leur store, ils vont la vérifier manuellement. Et il y a une série de guidelines qui est longue comme le bras et qui va décider si oui ou non ton app, elle a le droit d'atterrir sur le store. Et en fait, il y a une des règles qui dit que si ton app, en fait, c'est simplement ton site web dans cette coquille, tu passes pas les portes du store. Donc en fait, il faut apporter une expérience suffisante pour justifier une application mobile par rapport à un site web. Okay. Donc il y a un vrai travail manuel, humain, qui est fait dans la validation des apps chez Apple, encore en 2023 ? Encore en 2023. En fait, chez Apple, quand tu soumets une application, tu as un premier set de tests qui est totalement automatisé. Donc tu vas valider ton binaire, s'il y a des API qui sont utilisées, qui ne sont pas forcément utilisables, ce genre de choses. Et ensuite, tu as cette phase de review où tu as effectivement des humains qui vont revoir ton application. Et c'est pour ça que quand on soumet une application, il faut donner une série d'informations, des comptes de test si tu as un espace privé, voire même justifier des vidéos si jamais tu as des applications un peu plus spécifiques qui ont besoin de connecter à du hardware ou ce genre de choses. Et tu as un humain derrière qui va tester ton application et avec qui tu peux échanger, parce que s'il rejette ton application, tu as accès à une messagerie qui permet de discuter avec lui pour essayer de rattraper un peu les choses. Ouais. Il y a une question du coup assez évidente et qui est déjà présente sur pas mal de chats sur les différents lives. C'est une question de performance. On a souvent cette image que quand tu fais quelque chose de cross-platform ou d'hybride, tu perds en performance, que tu rajoutes une surcouche face au natif. Est-ce que c'est sensiblement visible aujourd'hui et si oui, dans quel sens ? Ça dépend de l'application. En fait, si tu as une application qui demande beaucoup de ressources, notamment au niveau du graphisme, des graphiques, l'application native va être clairement beaucoup plus performante qu'une application cross-platform et encore plus qu'une application hybride. Maintenant, pour les applications, j'ai envie de dire standard, par exemple, tu prends, une application qui te permet de gérer ton forfait téléphonique, où tu as très peu d'animation, ce genre de choses, les performances restent quand même assez similaires. Ok. Mais du coup, en termes de navigabilité, enfin de capacité tu vas proposer une navigation un peu plus fluide, intuitive, jolie, ou ce genre de choses. Est-ce que tu as les mêmes moyens aujourd'hui sur les trois approches ? Les mêmes moyens, oui. C'est-à-dire que d'un point de vue vraiment UX, UI, tu peux arriver à des résultats similaires en utilisant du cross-platform, de l'hybride ou du natif. Tout va se jouer en fait au niveau des animations, des transitions qui vont être nettement plus fluides sur des applications natives. Et j'imagine sur la partie hybride, tu dois embarquer du coup beaucoup plus de code pour faire des choses aussi animées ou jolies que sur du natif. Et donc ça alourdit aussi au final ton application, donc le chargement de chaque page, et donc du coup ça traîne sur les performances globales de l'application. Alors ça alourdit en effet un petit peu le chargement. Maintenant, la vitesse de chargement, en fait, vu les appareils qu'on a maintenant, clairement un iPhone qui est super puissant, ça va être à la limite de l'imperceptible, cette différence en fait sur des applications totalement classiques. Mais alors du coup, si les machines font que ces différences sont quasi imperceptibles, en fait, on peut utiliser aujourd'hui une application hybride sans percevoir que c'est une application hybride ? On peut, c'est possible, pour peu qu'elle soit très bien faite. C'est peut-être possible de ne pas détecter que c'est une application hybride ou cross-platform. Après, c'est vrai que quand on est dans le métier, on a quelques indicateurs en fait, qui nous donnent un petit peu une idée du framework ou de la techno qui est utilisée derrière, que ce soit par des composants qui sont utilisés, par exemple tel type de loader, on se dit tiens, c'est le truc par défaut d'Ionic, donc ça peut donner une idée. Mais ça, au niveau des performances, au niveau de l'UX, de l'UI, ça peut être la même chose entre les trois types d'app. Oui, de la même manière que quand tu étais sur le web il y a quelques années, tu pouvais repérer un site qui utilisait Bootstrap. Aujourd'hui, tu arrives à reconnaître à l'œil nu une app qui utilise un PhoneGap ou ce genre de choses. Alors, PhoneGap n'existe plus, je crois. Mais, non, c'est Cordova qui lui a succédé. En fait, on peut reconnaître à l'œil nu, mais faut vraiment
bien regarder. En fait, typiquement, moi, le truc qui me fait voir tout de suite, c'est une app sous Cordova, sous React, c'est les applications où tu as des scanners au QR code barre. C'est toujours le même plugin qu'on voit, c'est toujours la même UI qu'on voit pour ce scanner de code barre. Donc là, je me dis, ah bah tiens, c'est une app en hybride. Ok. On me fait remarquer dans le chat qu'effectivement, quand tu regardes un jeu mobile aujourd'hui, beaucoup utilisent Unity. Enfin, chaque jeu utilise un petit peu son environnement de développement préféré, qui du coup ajoute une surcouche par rapport à l'écosystème, on va dire, jeu de gaming de chaque plateforme. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça sur les autres applications ? Tu vois, c'est une évidence aujourd'hui que tu vas pas utiliser, enfin que la majorité des jeux vont utiliser soit Unity, soit effectivement Godot, soit Unreal ou ce genre de choses. Pourquoi est-ce que tu vois pour une application classique, c'est pas une évidence aujourd'hui qu'on va utiliser du coup React, Vue ou que sais-je ? Parce qu'en fait, Unity et ce genre de framework apportent quand même beaucoup par rapport notamment à tout ce qui est 3D, tout ce qui est vraiment dédié à l'univers du jeu. Ouais, mais tu vois, pourtant, alors je connais pas assez bien l'univers Android, donc excusez-moi si jamais je n'en parle pas assez, mais dans l'écosystème Apple, et donc j'imagine que c'est pareil chez Google bien évidemment, tu as quand même aussi tout un ensemble d'API pour le jeu qui sont, et la 3D qui sont quand même a priori quand même taffés, non ? Alors oui, mais ça reste quand même beaucoup plus simpliste que ce que peut proposer Unity, ou ce genre de game engine qui est vraiment dédié au jeu en fait. On peut faire des choses assez poussées avec les API d'Apple et de Google, mais ça restera jamais aussi poussé que ce que propose Unity, et surtout notamment sur des jeux où la quantité de travail, le workload, il est quand même beaucoup plus important, j'ai envie de dire, que sur une application. Là, ça se justifie en plus d'avoir du cross-platform pour capitaliser aussi sur les ressources. Ouais. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on n'a pas, aussi sur une application on va dire classique de manipulation d'informations, ce genre d'écosystème qui a su amener plus de choses ? Tu nous dis que les API de jeux sur Android ou sur iOS sont pas aussi poussées qu'un Unity peut proposer. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un environnement hybride au final ou cross-platform qui a su avoir aussi cet apport versus ce que les plateformes proposent ? En fait, les API de base proposées par Google et Apple apportent déjà vraiment tout ce qu'il faut pour les apps classiques, en fait, qui ne sont pas des jeux. Donc tu prends, je prenais tout à l'heure l'exemple d'une app pour contrôler ton forfait téléphonique, tu prends une app pour faire du shopping ou ce genre de choses. Il y a déjà tout ce qu'il faut pour le faire nativement. Donc en fait, ces frameworks hybrides, apporter quelque chose en plus, c'est un peu compliqué. La seule chose qu'ils vont pouvoir t'apporter, c'est simplement la capitalisation pour faire un seul code base, donc un seul code base à maintenir pour pouvoir déployer sur les deux plateformes. Ouais. Du coup, sur ces différents environnements, donc que ce soit natif, hybride ou cross-platform, toi, tu as une espèce de hiérarchie de décision, c'est-à-dire tu considères, tu vois, j'imagine qu'il y en a un qui est beaucoup moins cher que les deux autres. Tu as une hiérarchie qui se fait comme ça. Et après, en fonction de ce que tu veux faire, tu montes un peu en gamme. Ça se passe comment ? Alors, en fait, quand un client vient nous voir en nous disant voilà, je veux une application, sans forcément avoir d'idée sur la technologie, d'ailleurs, même s'il en a, nous, la première question qu'on va lui poser, ok, c'est quoi ? Tu veux faire quoi ? C'est quoi les fonctionnalités de ton application ? Et je parle pas seulement des fonctionnalités immédiates, mais aussi des fonctionnalités à plus long terme. Pourquoi ? Parce que quand on va choisir le type d'application qu'on va construire, potentiellement, la roadmap à long terme, on va voir qu'il y a un showstopper pour l'hybride ou du cross-platform. Typiquement, si maintenant un client vient nous voir et dit « Ok, dans mon MVP, dans ma première version, je veux une application juste avec un formulaire, faire de la collecte de data », en soi, il n'y a pas de showstopper pour faire du cross-platform. Mais si dans 3 mois, il veut faire un truc avec de la réalité augmentée, de la 3D et tout, tu as à se poser des questions. Donc en fait, la première question qu'on va lui poser, c'est qu'est-ce que doit faire ton app à court et à moyen, voire long terme. Et en fait, c'est ça qui va nous permettre déjà de choisir la techno vers laquelle on va plutôt l'orienter. Ensuite, en effet, il y a la question du budget qui va se poser. C'est la grande question, de toute façon, c'est le nerf de la guerre. Et alors, autant dans le temps, on pouvait dire une application native, ça a coûté 2 fois plus cher qu'une application hybride, simplement parce que tu as 2 code base versus un seul. Maintenant, c'est un petit peu moins vrai. Pourquoi ? Parce que sur les applications natives, donc 2 technologies qui ont été released il y a quelques années, Jetpack Compose sur Android et SwiftUI sur iOS, qui permettent de monter des interfaces très très rapidement. Donc, c'est-à-dire que le temps de développement
sur les applications mobiles natives a été réduit par rapport à ce qu'on pouvait faire il y a quelques temps. Et quand je dis il y a quelques temps, je peux même remonter jusqu'à l'Objective-C en Java qui était encore plus verbeux que ce que peuvent l'être Swift et Kotlin. Tandis que l'hybride, en fait, donc il y a toute une série de plugins qui est proposée par la communauté, mais dès que tu vas vouloir faire quelque chose de spécifique aussi, qui n'est pas forcément pris en charge par ces plugins, ça va te demander beaucoup plus de développement, voire même l'intervention de développeurs natifs qui vont développer un petit plugin juste pour toi, pour pouvoir remplir cette fonctionnalité. Donc forcément, ça va coûter un peu plus cher. Donc c'est-à-dire que ce coût et cette idée reçue qui est que une application hybride, ça coûte, et cross-platform, ça coûte 2 fois moins cher qu'une app native, il n'est plus totalement vrai aujourd'hui. Ouais. Et donc du coup, au final, le natif, dans ce que tu dis, c'est un peu le... Si tu as une app compliquée, tu es obligé d'aller sur du natif. Enfin, compliqué dans le sens où c'est un peu le truc ultime. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une espèce de graduation et du coup, est-ce que du coup, un client à qui tu dis, du coup, ton app, on va la faire en hybride, est-ce que du coup, le client peut se dire dans sa tête, donc en fait, mon app, elle est pourrie. Et le client à qui tu dis, on va devoir la faire en natif, il peut se dire, ouais, du coup, j'ai une app qui est compliquée. Non, pas forcément, puisqu'en fait, le résultat, il sera tout aussi quali. Si on lui propose une app cross-platform ou une app hybride, c'est qu'on est sûr que le résultat qu'on peut lui faire, il sera aussi quali que si on le faisait en natif. Donc c'est pas forcément que l'app elle est pourrie, loin de là, mais c'est juste que les fonctionnalités qu'il veut réaliser, elle justifie pas forcément de passer sur du natif. Okay. Que le cross-platform ou l'hybride correspond tout à fait à son besoin. Et donc le choix il se fait uniquement sur en fait les API que tu vas devoir utiliser pour ton app en fait. Pas que. En fait, donc il y a d'une part les API qu'on va devoir utiliser. Donc, comme je disais, est-ce qu'on va devoir utiliser des trucs vachement badass, la réalité augmentée, la 3D. Il y a aussi un aspect sécurité qui va rentrer en jeu. Les apps natives, on peut apporter beaucoup plus de sécurité puisqu'on a accès à la couche native de l'appareil, donc on va apporter beaucoup plus de sécurité que sur les apps hybrides ou cross-platform qui vont se baser sur des frameworks. Et il y a aussi l'aspect de voir où le client veut déployer son application. Typiquement, on réalise beaucoup d'applications métiers, c'est-à-dire des applications qui ne voient jamais les stores mais qui sont dédiées à des employés par exemple. Et dès lors qu'on a une flotte de devices qui est contrôlée, par exemple le client il nous dit je sais que tous mes employés ils ont des téléphones Android, donc ça sert à rien de faire une app iOS, ça va faire que de l'Android, on perd en fait l'intérêt de passer sur du cross-platform ou de l'hybride. Dans le sens où on n'aura in fine qu'une codebase qui sera du Swift, du Kotlin. Okay. Donc du coup, là on va se diriger vers du natif. Et puisque ça, on n'a aucun intérêt à partir sur du cross-platform et donc potentiellement à se limiter dans le futur, suivant la roadmap en fait que le client aura, vu qu'on déploie in fine quand même que sur une plateforme. D'accord, donc en fait cette notion de coût, elle a disparu au point que si tu veux faire une app que iOS ou que Android, en fait ça n'a pas de sens de partir sur du cross-platform, sur une techno comme React, ce genre de choses. Pas forcément. Pas forcément, c'est souvent le... Je sais, j'aime bien la réponse de Laurent. Non, mais en fait, si on déploie que sur une seule plateforme, donc si c'était Android, ça peut être la même chose pour iOS aussi. Si on déploie que sur une seule plateforme, en effet, l'hybride et le cross-platform ne se justifient plus forcément. Le coût est similaire quand même. On n'est pas à un one-to-one, mais la différence est tellement minime qu'au final, il n'y a pas forcément d'intérêt à aller vers du cross-platform. Et ça, même sur les... Parce que tu vois, à la rigueur, cross-platform, je peux entendre qu'effectivement, une techno comme React, t'es sur un coût de développement qui est à peu près similaire à du Swift ou du Kotlin, ok. Mais tu vois, je pensais vraiment que de l'hybride, tout ce qui est Cordova et compagnie, je pensais qu'on était quand même sur des coûts de développement beaucoup plus bas, quoi. Non, pas forcément. Okay. Encore une fois. En fait, quand on va développer une codebase en React ou en Ionic, donc Ionic, Cordova, donc Capacitor, ce genre de framework, au final, le code qui va être produit par les développeurs va rester du code sur base de web. Alors web au sens large, puisqu'on va être sur des technologies JS. Donc au final, le coût de production sera vraiment similaire entre les deux. Le seul intérêt, en fait, ça reste de la capitalisation et voir comment est-ce qu'on veut capitaliser sur certaines choses. Quand on est en hybride, donc avec Cordova et ce genre de choses, on peut capitaliser sur, en effet, certaines vues qu'on peut par exemple intégrer dans la coquille web, donc faire un espèce de mix entre une app locale et une app distante, même si c'est pas forcément très conseillé, alors que quand on est sur du React, là on va pouvoir capitaliser sur certains composants. Ouais. Typiquement, si on a un site web qui est sous React.js et une application qui est sous React Native, on peut par exemple extraire de la logique métier
sous forme d'un composant NPM, un composant Node, qu'on va venir intégrer dans les deux pour pouvoir après juste avoir à brancher l'interface graphique, mais capitaliser sur cette logique métier. Et j'ai même découvert il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai reçu Sébastien, l'auteur de la newsletter React française dont j'ai oublié le nom, et qui m'a fait découvrir qu'il y a du React Native Web. Donc tu peux en fait avec une même code base React Native faire ton site web. Oui, alors après c'est toujours dangereux d'avoir une code base unique qui fait à la fois smartphone, tablette, web, limite ton frigo connecté et tous les autres appliances. Parce qu'en fait, chaque device a sa propre expérience et son propre cas d'usage. C'est-à-dire que tu ne vas pas utiliser ton desktop sur le web comme tu vas utiliser ton smartphone. Donc, c'est-à-dire vouloir capitaliser, oui, mais trop, ça peut être dangereux. Ouais. Alors, attends, parce que j'ai plusieurs questions dans le chat qui sont arrivées en même temps. Il y en a beaucoup, j'essaie de pas trop... parce que si je fais 3h30, les gens, après, ils partent se prendre des lives. Est-ce que tu as un avis sur KMM, que je connais pas du tout, en tout cas me concernant? Donc c'est Xidog qui dit que ça semble être un bon compromis entre le cross et le natif. Ça semble être un bon compromis, effectivement. Donc c'est du Kotlin multimodal ou multiplateforme, à KMP aussi. Ça semble être en effet un bon compromis. Nous, c'est pas une techno qu'on utilise actuellement, du moins pas encore. Mais dans le futur, ça peut être en effet un bon compromis pour le cross-platform. Et donc l'idée, c'est que tu as ta code base en Kotlin et tu compiles pour iOS et pour... C'est ça, l'idée, c'est que de ton code Kotlin, tu vas pouvoir en effet générer une application iOS. Ok. Et donc c'était React Hebdo. Voilà, on me rappelle dans le chat. Et du coup, ça répond, je crois, à l'autre question. Donc c'était Didier, j'imagine, de 797. J'ai eu l'occasion de travailler sur un projet ambitieux qui utilise un noyau écrit en Kotlin et sur lequel les deux apps natives Android et iOS ont été développées. Ouais, donc j'imagine que ça va être effectivement le même techno. Et j'ai reçu aussi, il n'y a pas très longtemps, j'oublie tous les prénoms, c'est une catastrophe, le lead de l'équipe Android de Deezer. Et c'est le même principe aussi, ils ont aussi en fait une code base en Kotlin qui compile après du coup pour iOS et pour... Ça du coup on considère que c'est du cross-platform du coup Ça c'est du cross-platform. Ok. Ça, on va ranger ça dans la case du cross-platform. Le gros avantage, c'est qu'on peut capitaliser sur des ressources qui savent faire du Kotlin pour du coup faire de l'iOS aussi. Même s'il y a quand même quelques spécificités qui sont forcément liées à cet aspect cross-platform qui peuvent un petit peu différer du développement natif Android. Et donc du coup, en fait, tu n'as que une application qui peut pêcher un petit peu entre guillemets par rapport à l'autre. Parce que j'imagine que quand tu fais du Kotlin, ton application Android, elle est telle que tu l'imaginais. Ton application iOS, elle peut pêcher un petit peu de la conversion Kotlin lors de la compilation, cette transcompilation comme on dit. Pas forcément, puisque le framework il est quand même bien pensé. Donc c'est-à-dire que la compilation, en tout cas, ça va bien compiler. Tu peux avoir peut-être quelques petits, alors je vais pas dire mode dégradé sur iOS, mais ça peut parfois, mais comme tout framework en fait, cross-platform, on l'a vu aussi avec React, avec d'autres frameworks, il peut y avoir des expériences qui sont pas optimales si c'est pas la technologie cible. Si on veut vraiment avoir une expérience optimale et tirer parti de toutes les API qui sont fournies par les constructeurs, là la seule option reste quand même le natif. Ouais. Tu évoquais aussi tout à l'heure que dans ta grille de décision notamment sur le cross-platform, c'était de se dire que quelles sont tes features aujourd'hui, mais quelles sont tes features demain. Parce que du coup, en fonction de ce que tu veux faire, si demain tu veux faire de la réalité augmentée, c'est vrai que ce sera compliqué avec de l'hybride du cross-platform aujourd'hui. Mais est-ce qu'au final, tu peux te dire, ta feature de réalité augmentée, elle est prévue dans 1 an, peut-être 2, du coup, de manière réaliste. On peut imaginer que d'ici là, les API sur des techno cross-platform se soient ouvertes et qu'elles puissent du coup tirer parti de la réalité augmentée sur ces devices. Alors là, c'est quand même un gros coup de poker, mais en soi, pourquoi pas. Mais c'est difficile en fait à aller défendre ça auprès de clients qui vont quand même lâcher un bon gros billet parce qu'une application, ça a quand même un coût. Et donc du coup, vraiment miser sur cet aspect-là, ça va quand même être difficile. Nous, on préfère sécuriser quand même la chose en disant, ok, là, on sait le faire aujourd'hui sur les technologies natives, on l'a déjà fait. Donc du coup, on sait que dans 1 an, quand cette feature va arriver, on va savoir le faire. Et elle ne pourra être que mieux que ce qu'il y a maintenant. Ouais. Alors, on me rappelle, parce qu'il faut quand même que je le dise, donc c'était Geoffrey Mété que j'avais reçu, le Engineering Manager chez Deezer. Alors, j'entends effectivement c'est difficile de défendre auprès de ton client que ce sera peut-être possible dans 3 ans ou dans 1 an, Inch'Allah, on verra. Mais en même temps, quand tu proposes à ton client de faire du cross-platform, tu prends aussi le pari avec lui
que dans 3 ans, ta techno de cross-platform sera encore supportée. Oui. Parce que c'est le problème aussi de ces environnements-là, c'est que tu n'es pas à l'abri en fait, que demain, Apple dise, tu sais quoi, en fait, maintenant, toutes les applications ils l'ont déjà fait, je crois, avec certaines technos. Il n'y a pas des technos comme ça qui ont été blacklistés chez l'un ou chez l'autre. Alors en fait, Apple n'est pas trop fan des applications hybrides, des applications cross-platform, ça c'est clair. Ils l'ont pas dit ouvertement, ou alors ils l'ont peut-être dit comme ça au passage, mais je sais que nous, par le passé, dès lors qu'on a voulu publier une application hybride ou cross-platform, ça nous est déjà arrivé d'avoir des tests un petit peu plus poussés que des apps natives. Ils sont clairement pas fans, et les guidelines, en fait, si on lit bien entre les lignes, on peut le voir, hein, quand ils disent que il faut pas que ce soit simplement des WebView qui composent l'application, quand ils disent qu'il faut pas que ce soit simplement le site internet qui est recopié dans une coquille d'application. En gros, ça veut dire que ils favorisent quand même les applications natives. Donc en fait, dans les petites lignes du contrat, ils se laissent la porte ouverte de pouvoir dire en fait on a refusé ton app parce que c'est du React, quoi. En fait, oui, et pour bien d'autres choses aussi. C'est-à-dire que le contrat d'Apple, enfin les guidelines en tout cas de review, elles restent quand même sur certains points très très vagues. Et au final, même s'il y a ces guidelines, le test qui est fait par un humain, il n'est pas très objectif. En fait, il est vraiment très très subjectif, puisque une feature qui est passée avec un premier testeur peut très bien être recalée par un second, dès lors qu'on peut une mise à jour ou quelque chose comme ça. Donc c'est tout le problème en fait des soumissions avec Apple, c'est que dès qu'on publie une application, alors on sait plus ou moins ce qui passe ou pas, on peut lever des red flags, mais il arrive quelquefois qu'on serre la fesse quand même. Mais alors donc du coup, parce qu'on parle effectivement de cette notion de cette durée de vie de ces plateformes cross-platform, enfin de ces environnements, on va dire plutôt cross-platform. Toi, ça fait un petit moment déjà que tu es CTO de NeoPixel, ça fait un petit moment que tu étais dans le web. Tu as vu combien de plateformes émerger et disparaître, et tu vois à quel point tu es obligé de te tenir au courant de tout ce qui se fait, tu vois, parce que c'est un travail quand même non négligeable. Enfin, j'ai l'impression que, tu vois, là par exemple, je découvre en live pendant que j'enregistre un épisode avec toi l'existence de KMM. Bon, il s'avère qu'en fait, on en avait déjà parlé avec d'autres personnes, mais tu vois, je connaissais pas le nom. Tu vois, j'ai l'impression d'ouvrir des nouveaux trucs dans l'environnement mobile en permanence. C'est une charge mentale, en fait, pour l'ensemble des devs, tout ça. En fait, c'est une veille qui est continue. Les frameworks, et d'autant plus en JavaScript, il y a un framework qui se crée tous les jours. Hein, donc c'est vraiment très compliqué à suivre. Mais ça ne veut pas dire que tous vont passer la semaine, vont passer le mois. Et il y en a qui vont pas tenir longtemps. Maintenant, c'est vrai que nous, quand on va développer une application, on a quelques frameworks, on est plutôt serein sur la pérennité du truc. Mais on n'est jamais à l'abri que le support s'arrête, tel que par exemple il y a Xamarin, hein, le framework qui a été racheté par Microsoft, qui a décidé de dropper le support au 1er mai 2024. Et ça remue un petit peu pas mal de choses dans l'écosystème, puisque ça veut dire que les gens qui ont des applications Xamarin, ils vont devoir faire une migration ou une refonte technique s'ils veulent continuer à la faire vivre. Donc c'est vrai que dès qu'on va rajouter une dépendance, peu importe le framework, ça peut arriver à React, ça peut arriver à Cordova, Capistar, n'importe qui, on n'est jamais à l'abri que cette dépendance-là, elle s'arrête du jour au lendemain pour X ou Y raison. Alors, si je prends le cas de React, il y a quand même une grosse communauté qui est derrière, donc c'est quand même backé par Facebook, mais il y a une grosse communauté qui est derrière, et je me dis que si jamais Facebook se retire, ça va quand même pas s'arrêter du jour au lendemain, il y a quand même la communauté qui va continuer à faire vivre un petit peu le projet, du moins le temps que les applications sortent proprement de ce truc-là. Mais c'est un gros risque dès lors qu'on part sur le cross-platform ou de l'hybride, c'est cette dépendance en fait avec le framework. Et non seulement tu mentionnes l'arrêt des frameworks qui peuvent s'arrêter du jour au lendemain, mais il y a aussi les montées de version des OS qu'il faut prendre en compte. Et il y a toujours une petite latence vis-à-vis de ces frameworks, puisque avant de mettre à jour nos apps, il faut qu'on attende que le framework se mette à jour lui-même. Et quand il y a des grosses montées de version avec des gros breaking change, c'était à iOS 10 je crois où il y avait eu quand même pas mal de breaking change, ces frameworks-là ont quelquefois des ratés. Et donc du coup, nous, faut qu'on attende, il faut qu'on temporise avant de mettre à jour nos applications, même s'il y a des versions bêta de tests qui sont mises en ligne assez tôt pour que les développeurs puissent anticiper ces changements. Il peut potentiellement avoir un délai qui permet de ne pas trop pouvoir tout de suite mettre à jour les applications. Après, ce risque des breaking change, des évolutions, on l'a aussi dans le natif. Moi, je me souviens, j'ai commencé à dev sur mobile en Objective-C. Ça a été un peu fastidieux à apprendre. Puis après, le Swift est arrivé. J'ai fait, ouais, cool, super. J'ai fait plein de trucs en Swift.
Et puis après, il y a Swift 2 qui est arrivé, puis après Swift 3. Ouais. Sur Android, à la base, c'était du Java, maintenant c'est du Kotlin. C'est quand même des gros changements, en fait, mine de rien. Donc même côté natif, t'es pas à l'abri aussi. Ça reste des plateformes très récentes. Faut pas oublier que l'iPhone, qui est un peu le début de tout ça, ça a 13 ans. Ça reste 2007. Il me semble que c'est ça, ouais. Mais c'est quand même des plateformes qui sont en effet très récentes. Les langages évoluent encore au quotidien. Tu mentionnais Objective-C, tu mentionnais Swift, c'est vrai. Ça, c'est l'aspect code. Mais par contre, quand on parle de breaking change, moi, je parle surtout des applications qui sont sur le store. Quand ton application est développée en Objective-C, à l'époque où Swift est sorti, si elle était sur le store, peu importe les montées de version, en fait, il y a quand même un certain niveau de rétrocompatibilité qui était assuré par Apple. Voilà, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'Apple, hein, on va s'attirer les foudres des fans d'Android, mais il y a quand même une certaine rétrocompatibilité qui était assurée au niveau des apps publiées, hein, je parle. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau code, il y a quand même une forte migration à faire, puisque Objective-C et Swift, c'est le jour et la nuit, mais ça a pu se faire assez doucement. Si on a pu migrer une partie du code, laisser peut-être une partie en Objective-C, migrer progressivement, et pas forcément faire un big bang dans le monde des applications. Et ça, du coup, les cross-platforms, ils arrivent à avoir cette fluidité, entre guillemets, que tu sembles décrire sur ces changements, ou ça a été parfois un peu plus violent? Alors, ça a été parfois un peu plus violent. Au début de React Native, c'était assez violent, dans le sens où dès qu'on mettait à jour la version de React, il y avait une liste de breaking change qui était longue comme le bras, et il fallait limite réécrire les 3/4 de l'application pour valider ces breaking change. Donc nous, React, en fait, on l'a pas adopté tout de suite, ça fait assez peu de temps qu'on est passé sur React, on a attendu que ce soit vraiment mature et éprouvé pour être sûr que finalement on ne doit pas réécrire l'application toutes les semaines. Maintenant, c'est vrai que si je repense à la sortie d'iOS 10 notamment, on a eu pas mal de soucis avec les applications hybrides et cross-platform, puisqu'il y a eu des changements au niveau de WebKit, qui était le navigateur utilisé à l'époque par Cordova, où il y avait des choses qui étaient cassées du fait de cette montée de version, alors que les applications étaient déjà publiées sur les stores. Donc là, ça a impacté même les apps qui étaient déjà publiées sur les stores, et c'était un peu plus problématique. Ouais. Alors, on me dit du coup que tu parles effectivement beaucoup de React Native. Quelle vision, toi, tu as de Flutter, qui, pour certaines personnes dans le chat, est beaucoup plus rapide que React? C'est vrai qu'au niveau performance, il est beaucoup plus rapide que React. Flutter, pour moi, c'est un framework qui est dans notre radar, de toute façon, sur lequel on ne va pas forcément tout de suite proposer des applications. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais langage, au contraire. C'est un langage qui est... c'est un framework même, plus qu'un langage, parce que le langage, c'est le Dart, quand même, on le rappelle. C'est un framework qui est très développé, notamment aux États-Unis et en Asie. En Europe, un petit peu moins. Et là, la grosse problématique, c'est principalement sur les ressources. C'est-à-dire trouver des personnes qui font du Dart. Okay. Donc c'est là où on a un petit peu plus de soucis, en fait. Et c'est ce qui fait du coup grimper, j'imagine, le coût. Parce qu'au final, les applications mobiles, ce qui coûte cher, c'est pas que c'est forcément plus compliqué à faire qu'un site web ou qu'une application pour un desktop Windows. C'est que les ressources pour le faire sont moins nombreuses. Elles sont moins nombreuses, tout dépend de où tu te trouves. Après, je sais pas comment est le marché à Paris, je sais qu'à Luxembourg, c'est vrai que les ressources natives, c'est pas forcément, il n'y a pas non plus une queue énorme de personnes qui sont disponibles. Donc en fait, ouais, ça peut être les ressources qui peuvent justifier le prix élevé, mais c'est aussi la complexité par rapport à un site web, quand même. Ouais. Alors du coup, sur... attends, j'ai perdu ma question. Il y a trop de gens dans le chat. Moi, j'ai pas l'habitude d'avoir autant de gens. Ça me perturbe. Donc effectivement, entre React Native, Flutter, on a parlé effectivement de tous ces break change. Alors, ce que je trouve quand même bizarre, c'est que donc tu nous disais que la différence entre créer une app natif versus créer une app cross-platform, la différence de coût est quand même pas forcément aussi énorme que ça. Mais si je le fais en natif, j'ai quand même 2 plateformes à supporter. Oui. Donc potentiellement 2 équipes, alors que si je le fais en cross-platform, du coup j'ai pas ce sujet-là. Mais si le coût est équivalent, ça veut dire qu'en fait ça coûte beaucoup plus cher de faire une app en cross-platform. Est-ce que c'est parce que justement j'ai des breaking change qui sont peut-être plus nombreux que sur le natif? En fait, tu vois, j'essaie de comprendre. J'ai pas forcément dit que 2 apps natives coûtaient pareil qu'une app hybride. Pour moi, c'est une app native, donc sur une des plateformes qui a un coût similaire à une app hybride. Maintenant, c'est vrai que quand on va développer les deux plateformes, iOS et Android, forcément on a 2 codebases, 2 équipes, potentiellement plus de ressources qui sont allouées au projet. Donc en effet, là on a un coût qui va pas être 2 fois plus cher, mais qui va être l'ordre peut-être de, je sais pas, 1,5, 1,7, voire même 1,8 fois plus cher. Pourquoi pas 2 fois? Parce qu'on a 2 codebases. Tout simplement parce qu'il y a des choses qui sont assez
simple à faire en native, notamment maintenant avec SwiftUI Jetpack Compose, mais aussi par le fait que les accès aux API de l'appareil soient beaucoup plus simples du fait que c'est inclus, en fait, c'est le langage qui le prévoit, alors qu'en hybride, on va dépendre de plugins communautaires, donc on va devoir aussi chercher les plugins qui correspondent bien, potentiellement les adapter. On aura peut-être besoin de faire du développement custom, même faire intervenir des développeurs natifs si on a besoin d'une feature qui n'est pas disponible pour la communauté. Et il y a des choses qui, en JS, sont peut-être un peu plus complexes à faire qu'en natif. Ouais. Moi, je suis toujours... alors, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ce podcast, mais cette apparition quasi universelle maintenant de JavaScript partout, qu'on fasse une application mobile en JavaScript, je suis désolé, mais moi, je trouve ça fou, en fait. Moi, j'ai commencé à dev en 96, d'accord ? C'était vraiment les tout débuts du web. Et à l'époque, le JavaScript, c'était une catastrophe. Les gens qui faisaient du JavaScript, on leur jetait des cailloux dans la rue. Enfin, tu vois l'idée. Aujourd'hui, JavaScript, on en fait partout, tout le temps. Enfin, je trouve ça fou Et pour moi, ça a toujours été un langage compliqué, lent. Enfin, pas compliqué, mais alambiqué plutôt. Lent, pas optimisé et compagnie. Et qu'on fasse des apps mobiles aujourd'hui, et que ce soit le langage de prédilection de React notamment, et qui est quand même du coup un framework qui a quand même plus que le vent en poupe. J'entends parfois certaines personnes dire que React a gagné. Et je trouve ça assez fou. Je sais pas toi, quelle perception tu as Alors moi je viens du milieu JavaScript, donc je suis assez content en fait Ouais. que JavaScript est le vent en poupe. Maintenant c'est vrai que je parle beaucoup de JavaScript, mais nous on développe avec une surcouche TypeScript qui apporte un certain cadre en fait à JavaScript, parce que comme tu as dit c'est un langage où il n'y a aucun cadre, il n'y a pas de typage, il y a des développeurs chez nous qui disent tu fais marcher ton chat sur le clavier, t'as une app. Mais en JavaScript ça peut être le cas. C'est un langage qui est assez peu cadré. Donc du coup nous on utilise TypeScript, donc qui va apporter vraiment cette notion de typage, cette notion de cadrage que JavaScript ne propose pas nativement. Donc du coup c'est vrai que nous on utilise ce cadre pour que ça ressemble plus à un vrai langage. Attention, je tiens à préciser. Je sais que JavaScript est un vrai langage. Je ne suis pas en train de dire ce genre de choses. Je parle quand même à des devs. Tu vois, je peux pas me froisser avec. Non, on est d'accord, mais c'est vrai que moi je viens du milieu de JavaScript, je peux me permettre de le dire. Mais j'en ai oublié ta question en fait. Non, c'était juste toi, comment est-ce que tu perçois cette prédominance de JavaScript qu'on voit partout, et le fait aujourd'hui de faire, parce que une app mobile, il y a quand même une complexité inhérente au fait que tu as un appareil qui, même s'ils sont très performants aujourd'hui, tu as quand même des performances qui sont limitées. Ouais. Tu as une interface, un usage, ce côté multitouch, c'est quand même assez... encore une fois, c'est très nouveau, il n'y a pas encore beaucoup de choses qui sont adaptées. Là où faire un site web, c'est simple, tu as des boutons, c'est comme, les inputs sont quand même beaucoup plus figés. Tu as un clavier et une souris, donc en fait... ce que tu peux faire sur un site web est très limité par rapport à ce que tu peux faire sur une app mobile. Et je trouve que le fait que JavaScript ait réussi à prendre autant de place à autant d'endroits, moi, c'est vraiment un truc que je trouve assez godin. Ça me fascine aussi, mais c'est vrai que JavaScript a l'avantage d'être un langage qui est très abordable. Il y a une quantité de ressources sur JavaScript qui est juste énorme sur Internet. La prise en main du langage, elle est ultra simple. On peut commencer par faire des petits scripts sur un site web et après, en effet, se diriger soit vers du back avec du Node, soit vers du mobile avec React, avec Ionic, avec ce genre de framework. Et pour moi, c'est assez fascinant parce qu'en effet, JavaScript est un langage très abordable dans lequel il est assez facile de rentrer, justement, du fait de ce manque de cadre. Il y a certains développeurs chez nous qui faisaient du JavaScript. Dès lors qu'on a mis ce cadre avec TypeScript, ça a été dur en fait, parce qu'il a fallu justement respecter certaines nouvelles règles qui se rapprochent des langages typés. Et c'est vrai que du coup, il est prédominant, mais pour moi, j'associe ça vraiment à sa prise en main qui est ultra facile. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ça passe quand même par l'apprentissage de TypeScript. En fait, tu vois, ça montre bien que tu as quand même une nécessité à un moment de passer à un truc un peu plus structuré, un peu plus figé que les libertés qu'offre JavaScript, qui sont compliquées en fait à maintenir au bout d'un moment. C'est compliqué à maintenir et des fois, ça peut être compliqué de s'y retrouver. Alors que du coup, maintenant, TypeScript s'intègre très bien aussi avec les IDE, les IDE récentes, on va dire Studio Code. Du coup, ça apporte en effet pas mal d'aide aussi au développement. Et ça, c'est un gros atout de TypeScript au final. Tu vois, moi j'ai découvert aussi il n'y a pas très longtemps, je sais pas si tu connais le langage Helm, qui est un langage fonctionnel, qui compile en JavaScript.
C'est-à-dire que maintenant, on a des langages qui se compilent, donc tu as un compilateur, mais le rendu, c'est pas un binaire, c'est un fichier JavaScript à mettre sur un site web. Enfin, tu vois, on est quand même sur un... Alors, je vais pas dire qu'on marche sur la tête, mais tu vois, je trouve ça quand même assez fou. C'est assez fou, ouais. Cette dominance que JavaScript prend partout, quoi. Non, c'est clair, c'est fou. Et nous, on le voit sur du back-end. Il y a certains clients, les premiers temps où on est venu avec des back-end en Node, alors qu'eux étaient habitués à du Java, des langages historiquement dédiés à ce genre de choses. Dès que nous, on a apporté Node, ils avaient peur. Mais au final, c'est des langages qui sont assez performants. Et si tu compares un back-end en Node.js avec un back-end en Java, les performances, il n'y a pas photo. Ouais. Ce qui est aussi intéressant, je trouve, c'est que ces OS, donc iOS et Android, aujourd'hui sont présents pas que sur des mobiles. C'est-à-dire qu'on a aussi on a les tablettes par extension. On a les Chrome OS qui sont un petit peu le même... qui sont un petit peu, on va dire, un hybride, je pense, entre un Android classique et Chrome. Et tu as aussi après toutes les télés avec les Apple TV et les télés Android. Et donc Android, c'est des plateformes qu'on trouve dans des endroits de plus en plus variés. À quel point est-ce que vous développez sur justement ces autres devices en dehors de purement un smartphone? Assez peu finalement. Et c'est pas parce qu'on veut pas, c'est pas parce qu'on le fait pas, c'est parce que les demandes sont pas forcément trop présentes chez nos clients. C'est des devices, notamment si je pense aux télé, et même en fait les montres connectées, c'est des devices sur lesquels on va assez peu, puisque c'est des choses où les clients ne sont pas habitués. Eux, ils voient beaucoup les applications, c'est smartphone, tablette. Les télés, les montres, même les ordinateurs, tu mentionnais Chrome OS. Ce qu'il faut savoir, c'est que les dernières versions de macOS permettent aussi d'installer des applications iPad dessus. Mais au final, ça, on le fait assez peu, tout simplement parce que c'est pas forcément ce que nos clients recherchent. Et donc c'est quoi? C'est que le marché est pas prêt, c'est que les acteurs sont pas encore suffisamment au fait des choses, ou est-ce que c'est aussi que les cross-platforms, les technos cross-platforms ne supportent pas encore suffisamment ces environnements-là? Alors les technos cross-platforms ne le supportent pas, ça c'est sûr, et même en fait certains éléments qui sont propres à iOS et Android, mais sur les smartphones, je pense notamment au dernier widget ou à ce genre de choses, ça le cross-platform c'est pas forcément supporté, ou alors faire intervenir des développeurs natifs dessus. Donc c'est vrai que le cross-platform ne supporte pas encore tout à fait, donc il y a certains projets, certains plugins qui permettent de le faire, mais c'est pas forcément non plus le truc le plus mature du monde. Donc en fait, ne supporte pas forcément ces nouvelles plateformes. Maintenant, si on se concentre sur le natif, là c'est plus, je pense, la demande qui est pas là, la maturité qui est pas forcément là, et peut-être le besoin non plus, puisque nos clients, nous qui font principalement du B2B voire du B2C, sur une télé ça n'a pas forcément d'intérêt. C'est vrai que si on fait une app pour des médias, on peut naturellement être amené à proposer du CarPlay ou des choses comme ça pour écouter une radio ou des podcasts par exemple, mais voilà, faut arriver à l'expliquer, faut arriver à convaincre aussi le client. Parce que ça représente un coût important de rajouter ces plateformes-là à chaque fois. C'est-à-dire que c'est quasiment une app en plus à coder, mine de rien. Oui, en partie. Si je prends l'exemple de CarPlay, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va développer une application pour voiture, on va pas pouvoir faire ce qu'on veut. Donc en fait, les constructeurs, donc Apple et Android, vont proposer une série d'écrans, une série de layouts, et on va pouvoir venir greffer un petit peu du contenu dessus. Donc c'est-à-dire qu'il faut un petit peu repenser, donc refaire toute une UX sur base de ces canevas. Il faut repenser un petit peu toute l'application. On va pas pouvoir copier one-to-one celle qu'on a fait sur mobile. Donc oui, c'est en effet comme une seconde application qu'on va venir développer. Alors c'est pas non plus du prix, mais c'est quand même quelque chose en plus qu'il va falloir ajouter. Et généralement, c'est vrai que les clients qu'on a vont préférer peut-être rajouter des fonctionnalités supplémentaires aux applications mobiles plutôt que d'aller vers ces plateformes-là. Okay. Parce que, comme je l'évoquais effectivement en intro, moi quand j'ai commencé à dev sur mobile, c'était vraiment le tout début, et à l'époque, il n'y avait qu'un seul iPhone. Et donc on était là, je me souviens, je faisais partie des... Comment dire ça gentiment, je faisais partie des devs avec un avis très tranché en disant Apple c'est beaucoup mieux parce qu'il y a qu'une seule taille d'écran et au moins c'est plus facile à développer et compagnie. Donc, au final ils ont compris que c'était une mauvaise idée. Mais il me semblait, tu vois, qu'avec Swift UI et Jetpack Compose. Jetpack Compose côté Android, qu'en fait cette fluctuation de taille d'écran c'était géré par l'OS directement. Et du coup je pensais que faire une app pour ta télé, pour ta montre ou pour ta voiture, tu peux utiliser la même UI. Après, il fallait juste avoir une UX différente parce que
Forcément, quand ton téléphone, t'as ton doigt, la montre, c'est pas la même chose. La télé, t'as la télécommande. Et la voiture, bah, c'est encore différent. Mais pour moi, l'interface était adaptée facilement de l'un à l'autre. Tu peux réutiliser certains composants, tu peux réutiliser certaines parties, mais tu vas pouvoir réutiliser toute ton app. Et après, il y a aussi l'action au-delà de la technique. C'est est-ce que l'expérience que je veux donner à mon utilisateur sur son smartphone, sur sa tablette, sur sa télé, sur sa montre, au final, va être la même chose. Est-ce que, par exemple, sur la télé, je ne veux pas lui donner une autre expérience qui va lui amener d'autres informations, qui va lui amener d'autres actions peut-être, parce que l'usage est différent que sur son smartphone. Ouais. Oui, d'accord. Donc, c'est plus la conception de l'app qui nécessite du coup une approche différente. Ça va jouer beaucoup. Et alors du coup, justement, on a beaucoup parlé de l'aspect technique. Sur ces notions de cross-platform et d'hybride, à quel point est-ce que tu peux faire une app équivalente entre Android et iOS? Parce qu'il y a quand même des choses... tu vois, il y a une mécanique. Moi, chaque fois que j'ai un téléphone Android entre les mains, la mécanique pour le retour en arrière, c'est un truc que j'arrive pas à prendre. Je crois qu'il y a encore beaucoup de téléphones Android où tu as le bouton retour, tu as un vrai bouton retour physique, ce qui n'est pas le cas sur iOS depuis longtemps. Donc tu vois, à quel point est-ce que tu peux vraiment porter ton app en disant ok, la code base, il faut juste faire que ça fonctionne, mais toute la partie UI, UX, c'est la même chose partout. En soi, quand tu vas être sur vraiment du cross-platform, tu peux développer une seule UI qui va être déployée sur les deux plateformes. Est-ce que c'est une bonne idée? Pas dans tous les cas, mais techniquement tu peux le faire. Donc c'est-à-dire que tu peux avoir une UI qui est one-to-one, la même sur Android et sur iOS. Maintenant, le gros problème que ça pose, c'est que chaque utilisateur des plateformes ont leurs habitudes. Et tu mentionnes le bouton retour qui est un excellent exemple. C'est-à-dire que un utilisateur iOS va avoir tendance à utiliser la petite flèche retour. L'utilisateur Android va avoir tendance à utiliser le bouton physique. Donc c'est-à-dire qu'il faut gérer ce bouton physique, mais généralement dans les apps... Et puis ils sont diamétralement opposés en plus. Ils sont diamétralement opposés, mais généralement sur Android, on peut potentiellement revoir les deux. Donc on active le bouton physique, mais il y a quand même cette petite flèche en haut à gauche. Du coup, donc on l'a dit, le choix pour toi, il se fait uniquement sur la partie API d'utilisation. Est-ce que les fonctionnalités ou les usages, justement, tu vois, en fonction de ce que la personne veut faire, ça peut du coup aussi driver un choix de plutôt cross-platform, tu vois, en termes de je sais pas, de complexité visuelle ou de genre de choses. Est-ce que du coup, pour toi, c'est des choses qui peuvent... Ou là-dessus, tu peux faire ce que tu veux sans trop de difficultés partout? Alors maintenant, de nos jours, on peut faire à peu près ce qu'on veut en termes de visuel. On a des librairies JS qui permettent de faire à peu près tout. Donc d'un point de vue visuel, il n'y a pas forcément de limitation qui va nous faire nous diriger vers un ou l'autre type d'app. Sauf si on parle de visuel, comme je disais, la 3D, de la réalité augmentée, ce genre de choses qui sont vraiment très très poussées. Mais si on reste sur un concept d'app classique, en soi on peut visuellement faire des choses qu'on veut sur du cross-platform ou sur du natif. Donc tu as vu, j'imagine, pas mal d'évolutions dans tous ces technos. Pour toi, c'est quoi la vague à surveiller qui va arriver en 2023, voire 2024? Alors, la vague à surveiller, pour moi, donc en termes purement cross-platform, tout ça, c'est vrai qu'on a Flutter qui est en train de prendre de l'ampleur aussi en Europe maintenant, donc ça va vraiment être un truc à surveiller. KMM, KMP, ça va être aussi à surveiller parce que c'est des choses qui sont quand même dans le spectre des techs qui sont assez nouveaux, mais qui prennent aussi de l'ampleur. Donc ça, c'est des technos que nous, on a sous le radar, qu'on surveille, qu'on monitor, qu'on va poker. Donc ouais, ça pour moi, c'est les trucs qui vont vraiment arriver en 2023, peut-être début 2024. Et il y a aussi tout ce qui est, pour moi, c'est d'un point de vue purement hardware, purement physique, tout ce qui est réalité augmentée, je pense, qui va prendre un petit peu son envol cette année. Mais ça, du coup, on est plus du tout sur les technos cross-platform. Enfin, avant que le cross-platform arrive, ça va être... Non, en fait, ça va être lié vraiment aux technologies mobiles, puisque forcément, ça va potentiellement être lié à ton appareil mobile ou à des apps mobiles. Mais ça va être un nouveau support en plus de ton téléphone, en plus de ta télé, en plus de ta tablette. Est-ce que... Ouais. Donc, on parle de réalité augmentée ou réalité virtuelle pour toi? Virtuelle. Tu penses vraiment que la réalité virtuelle, c'est un truc qui va... Je pense qu'il y a des choses qui vont sortir cette année. Est-ce que ça va prendre? Clairement, j'en sais rien. Mais je pense qu'il y a des trucs qui vont sortir cette année. Parce que ça fait un moment que Facebook met quand même beaucoup d'argent sur la table. Ouais, et c'est vrai que dans leur concept de réalité virtuelle, Facebook, ils sont un petit peu gaufrés quand même.
Mais il y a Apple qui a quelque chose sous le capot. Qui sera plus de la réalité augmentée, a priori. On sait pas, on sait pas. On sait pas, parce qu'en fait, ils parlent de lunettes en fait, qui peuvent sortir, qui peuvent se rapprocher quand même de la réalité virtuelle. On sait pas, mais il y a peut-être un truc qui va sortir cette année à ce niveau-là, à surveiller. J'ai vu il y a pas très longtemps, parce que forcément tu as entendu parler de ChatGPT et de son intégration dans toute la suite Microsoft. C'est quand même assez ouf ce qu'ils sont en train de préparer. Et du coup, j'ai vu quelqu'un qui disait que d'après lui, c'était ça le début du métaverse. En fait, c'est que avec l'intégration de ChatGPT dans les réunions, qui te fait un transcript automatique de la réunion, qui te dit qui a dit quoi, qui te prépare les documents, les récaps, les machins et compagnie, bah en fait, les réunions physiques réelles, ça va devenir une tannée par rapport aux réunions virtuelles. Et que le début du métaverse, en fait, il est là, avec ce fait que le virtuel devient plus intéressant que le réel. Oui, alors autant sur l'aspect ChatGPT qui est quand même assez une révolution, ça je suis entièrement en phase. Enfin, moi je m'amuse beaucoup avec ce truc-là, même si on peut lui faire dire des choses qui sont un petit peu cheloues quand même. Maintenant, quant aux réunions et le fait que c'est le début du métaverse, je pense qu'il y a encore du chemin quand même. Ouais. Il y a quand même pas mal de chemin encore. Est-ce que... alors déjà, est-ce que React a gagné pour toi dans cette guerre des frameworks ou des librairies cross-platform? Il n'a pas forcément gagné ni perdu, comme petite réponse d'avant, mais c'est un des acteurs majeurs en ce moment sur le cross-platform. Enfin, en tout cas, nous, c'est la technologie qu'on propose par défaut pour ce qui est des apps cross-platform. Tout simplement parce que je pense que la communauté qu'il y a derrière, le fait que ce soit Facebook, il a encore une longue vie devant lui, contrairement à Xamarin qui est en train de vivre ces dernières heures. Mais donc sur cet aspect-là, on peut dire oui qu'il a gagné parce qu'il a vraiment pris de l'ampleur. Mais pour moi, il peut potentiellement encore se faire détrôner, notamment par Flutter ou KMM/KMP. Ouais. Oui, d'autant que Xamarin, il n'y a pas si longtemps, c'était aussi une techno de choix. Ça va vite quand même, mine de rien. C'est aussi le fait que c'est un écosystème qui est encore très jeune. Mais je trouve que les changements se font quand même très très vite. Les changements se font très très vite. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous, Xamarin, on n'a jamais vraiment été vers cette technologie-là. Okay. Tout simplement, alors je vais dire parce que c'est du Microsoft, mais c'est pas forcément lié au fait que ce soit Microsoft. Mais c'est Microsoft, dans l'univers mobile, ils ont déjà eu quand même quelques casseroles. Donc forcément, ça met quelques petits warnings, quelques petits red flags. Là, ils ont sorti une nouvelle techno qui est .NET MAUI, qui est en gros le successeur de Xamarin. Ils proposent d'ailleurs un assistant de migration. Est-ce que c'est forcément le bon choix pour les anciennes apps en Xamarin d'aller vers cette techno-là? J'en suis pas convaincu. Pour moi, en fait, justement, il faut profiter de cette fin de Xamarin pour peut-être repenser l'application et se rediriger vers des technos qui sont open comme React en cross-platform ou carrément vers du natif. J'évoquais tout à l'heure cette charge mentale pour les devs sur ces changements. C'est vrai que quand tu es dev web, au final, tu as un écosystème qui est quand même assez stable. Le HTML5 est sorti il y a longtemps. Longtemps après le HTML4, donc tu vois, ça va tranquillement. Là où dans le monde du mobile, tu as un nouvel OS qui sort chaque année. Du coup, tu as une nouvelle techno cross-platform qui sort quasiment aussi. Tu en as peut-être une tous les 2 mois qui sort, peut-être même moins que ça. Tu as après, du coup, les évolutions en fonction de tous ces nouveaux OS qui sortent. Est-ce que chez NeoPixel, est-ce que vous avez, je sais pas, un quota de temps qui est prévu sur justement cette formation sur des nouvelles technos, sur des nouvelles versions, sur des nouveaux OS? Est-ce que vous partez du principe que en juin, Google et Apple annoncent leurs nouveaux OS et donc vous avez 1 mois de formation pour tout le monde, de formation prévue dans les mois qui suivent sur ces nouveaux OS, tu vois, comment est-ce que vous gérez cette évolution incessante de l'écosystème? En fait, on suit vraiment l'actualité des deux plateformes. Nous, historiquement, on allait, quand c'était encore en présentiel, tous les ans à la conférence Apple, à la conférence Google. Enfin, pas forcément la conférence Google, celle-là, on la suit en remote, mais la conférence Apple, on allait sur place. Justement, pour être les premiers au courant de ce qui va se passer. On pouvait poker sur place, on pouvait échanger avec des gens, notamment de chez Apple, pour poser des questions. Ils font des labs, ce genre de choses, c'était assez intéressant. Et là, on continue de la suivre en fait en remote. Maintenant, ils la font pour l'instant, en tout cas en remote, pour justement pouvoir voir les nouveautés, pour voir comment est-ce qu'on va gérer justement la montée en compétences des équipes sur ces nouvelles technos, et surtout voir comment est-ce qu'on va les intégrer dans nos projets existants ou dans les nouveaux projets qui arrivent, pour pouvoir les proposer en fait à nos clients. Sachant que dans les projets existants, s'il y a des breaking change, généralement,
on n'est pas obligé de les implémenter tout de suite. Il y a quand même un certain degré un certain délai où Apple et Google nous laissent encore utiliser les anciennes méthodes, si je puis dire. Mais donc du coup, t'as quoi? Au-delà de ce fait que vous suivez la conférence tous ensemble, est-ce que tu prévois quand même un temps de formation, de mise à jour sur ces sujets-là? C'est vraiment au cas par cas en fait. Si vraiment il y a un breaking change qui est important et qu'il faut absolument qu'on implémente, alors là oui, on va prévoir le temps qu'il faut justement pour être à jour. Si maintenant ça va être une nouvelle feature, plus du nice to have, un truc qu'on peut rajouter, la petite cerise sur le gâteau sur les applications, alors on va peut-être former 2-3 personnes histoire de pouvoir et déjà essayer, voir comment ça marche, pour ensuite élargir le spectre un petit peu plus tard. Du coup, face à ce fractionnement colossal qu'il y a sur toutes les devices possibles et imaginables, comment est-ce que vous testez une application Le test, la grande question. En fait, nous, on a donc, une certaine quantité de devices. Ça reste quelque chose de réaliste qui sont au bureau. Donc, dès qu'on va tester, on va tester sur certains devices, notamment les derniers en date. Et sinon, on a recours à une ferme de devices. Donc en fait, une ferme de device, c'est un service en ligne qui met à disposition toute une série d'appareils, donc de configurations différentes, donc des OS sur du matériel différent qu'on peut accéder de façon virtuelle. Et en fait, on y a accès pour tester nos applications. On upload le binaire dessus et on voit l'écran, on peut l'utiliser en live. Ok. Mais ça, du coup, c'est un prestataire qui vous fait ça ou c'est un truc que vous avez in-house? Non, c'est un prestataire en fait. Okay. Il y en a plusieurs qui proposent ça sur le net. Nous, en l'occurrence, on passe par BrowserStack, un service qui s'appelle AppLive. Qui nous permet d'avoir toute une panoplie de devices à disposition dès qu'on veut tester dans une configuration bien précise. On peut aussi automatiser ces tests-là, où on va les exécuter après sur leur ferme de device. On va sélectionner une série de configurations pour exécuter un scénario de test. Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué dans cette galaxie d'applications cross-platform et compagnie, c'est les web apps. Est-ce que pour toi c'est envisageable? Envisagé plutôt, parce qu'il est envisageable, j'imagine que oui, mais est-ce que c'est envisagé ou pourtant on est vraiment sur du gimmick, du low cost? Alors, je vais te répondre par une question, puisqu'en fait, à chaque fois qu'on va parler de web app à un client ou à un dev, il va avoir une définition différente. Pour toi, quelle est la définition de ta web app? Quelle est ta définition Alors attends, parce que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas trop longtemps c'était un petit moment, la CTO de Joli Moi qui fait une web app, et vraiment en sens web app, c'est-à-dire que c'est un site web que tu peux mettre en favori sur ton navigateur, sur ton écran d'accueil, et c'est vraiment du coup c'est un site web en fait. Donc là on est plus sur de la PWA en fait. Plus de la PWA, voilà. C'est ça le mot que je cherchais. Okay. Donc en fait la PWA c'est en fait c'est à mi-chemin entre une application et un site web. C'est-à-dire que moi je qualifie ça plus comme un site web plus. C'est-à-dire que ça reste un site web. C'est-à-dire que la première fois que tu vas visiter le site web, il faut que tu tapes l'adresse dans ton navigateur, et ensuite tu peux en effet le bookmarker sur ton écran d'accueil. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Apple a toujours un petit peu botté en touche contre les PWA. Là, les notifications push, qui sont une feature un peu phare des PWA, elles sont disponibles que depuis iOS 16.4 de mémoire. Ouais, annoncé il y a 2 jours. Voilà, 3 jours. C'est ça. Donc c'est vraiment très récent. C'est un truc qui a toujours été très poussé par Google. Donc en fait, si tu es sur un device Android avec Chrome, c'est le meilleur des mondes, c'est vraiment le monde des bisounours. Par contre, dès que tu vas avoir des variantes, tu vas avoir quelques limitations. Donc en fait, c'est bien si tu veux enrichir ton site web. Mais est-ce que ça va remplacer une app? J'en suis pas convaincu. Okay. En fait, typiquement, le cas d'usage que donne Google pour ce genre d'application, c'est une utilisation éphémère. Par exemple, tu pars en vacances, tu vas louer une voiture, donc tu vas utiliser une application pendant une semaine. Donc tu peux très bien mettre en favori cette PWA pendant une semaine, où tu vas avoir peut-être un guide de voyage, un manuel de la voiture, et après tu le supprimes. Ça va télécharger une app de 300 mégas juste pour une semaine. De la même manière, pour l'éditeur, ça sert à rien de créer une app, d'avoir un process de validation et compagnie pour, je sais pas, tu fais une app pour un concert par exemple, ou pour un festival, ça n'a peut-être pas de sens de faire une app dédiée, quoi. Alors tout dépend du niveau d'engagement que tu vas avoir de tes utilisateurs. Si vraiment tu t'attends à ce qu'ils reviennent de façon récurrente, du moment tu parles d'un concert, alors c'est vraiment pour un concert, pas forcément. Si c'est maintenant un établissement qui organise plein de concerts, ça peut justifier une app, et ça peut te permettre aussi de les atteindre, mais au travers des notifications, mais aussi au travers du contenu que tu peux maintenant pour les encourager à revenir fréquemment sur ton app. Okay. Merci beaucoup Nicolas pour cet échange. J'aurais deux dernières questions pour toi qui sont les questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce que tu aurais un contenu tech ou non tech que tu aurais envie de partager avec l'ensemble des auditeurs? Alors contenu tech, pas forcément, puisque dans
dans ce milieu-là, et en tout cas des applications, tout évolue très vite, donc je peux te conseiller un bouquin aujourd'hui, demain il sera déjà complètement obsolète. Par contre, un truc un peu tech, ça peut être un peu cliché. Moi, il y a une série que j'ai bien kiffé, et je pense que c'est le cas de beaucoup de tech, qui est Mr. Robot, qui donne quand même un bon aperçu de la tech. Alors, c'est un peu caricaturé par moment, mais en tout cas, dans les premières saisons, je trouve que c'est une série qui reflète au mieux le métier de tech. Alors, ça passe par la partie hacking, certes, mais le métier de tech, dans le sens où les manipulations, les trucs qu'ils font, c'est réaliste par rapport aux experts ou autres. Quand tu vois quelqu'un taper sur un clavier, il rentre dans la NASA en 2 secondes. Ouais. Alors, quand vous écoutez cet épisode en replay, vous avez normalement déjà pu écouter l'épisode 203. Si vous suivez le live, peut-être que vous avez suivi le live aussi de cet épisode avec Georges, où j'ai découvert à quel point le monde du hacking s'est professionnalisé. Oui. Avec des prestataires qui sont dédiés sur certains services, ouais. Et qui font vraiment un truc très, très précis. Et je trouvais ça assez gueudin. Et donc je vous invite fortement, si ce n'est pas déjà le cas, à aller écouter cet épisode 203. Et si vous êtes en live, faudra attendre qu'il sorte. Je crois que ce sera a priori la semaine prochaine ou semaine suivante. Mais c'est vrai que la cybersécurité, et tout ce qui est hacking, c'est un gros sujet. Nous, on a recours à des entreprises qui sont justement dans ce domaine de cybersécurité, où il y a des hackers qui vont tenter de pénétrer nos apps ou nos backends. Et c'est un milieu qui reste quand même très carré. C'est-à-dire qu'on va avoir toute une checklist, toute une procédure pour qu'on puisse en fait voir si nos apps sont vulnérables, si nos backends sont vulnérables, pour être sûr qu'on puisse garantir à nos clients un certain niveau de sécurité quand même. Ouais. Et du coup, alors, dernière question, qui est la question vraiment la plus rituelle de ce podcast. La plus importante. Et la plus importante, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Moi, je suis plutôt espace. Plutôt espace. Plutôt espace. Et top. Et merci beaucoup, Nicolas, pour cet échange. Merci, Bruno. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Le développement mobile, le cross-platform, donc voilà, on peut faire de plus en plus de choses. On a hâte de voir ce que Apple va annoncer sur la réalité augmentée ou virtuelle et voir comment tout ça va encore être chamboulé et que votre métier va encore être transformé par tout ça. Quelques mentions pixels, mentions spéciales, déjà effectivement pour NeoPixel, qui a fait un petit tweet pour ce live aujourd'hui. Merci aux petits Frenchies de la tech qui ont fait aussi une petite mention du podcast sur leur compte Twitter il n'y a pas très longtemps. Et merci à Jobo qui aussi a fait un petit message sur Twitter sur le dernier épisode, je crois que c'était celui avec Marine. Donc merci à tous de cette promotion que vous faites du podcast. Rejoignez-nous sur le Discord aussi, on est quelques-uns, c'est plutôt assez cool. Quelques-uns et quelques-unes. Voilà une petite communauté qui fait plaisir. Donc merci à tous, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.